Synopsis qui reçoit ce jour dans son numéro M. Norbert Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et président de la vision panafricaine. Bonsoir M. Norbert Yamba. Bonsoir, bonsoir Kabia. Avec notre invité, nous allons partir d'un questionnement. Le développement de l'Afrique, mythe ou réalité, la question mérite d'être posée au regard des différents problèmes qui prévoient en Afrique. Plus de 40 ans après l'indépendance, l'Afrique semble toujours complaire dans un sous-développement qui ne dit pas son nom. Les pays africains se débattent dans de sérieuses difficultés politiques, économiques et sociales. Et face à une telle réalité, plusieurs colloques, ateliers et conférences ont été organisés pour chercher des voies et moyens pour le développement de l'Afrique. Mais tout cela en vain. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres est celle de savoir pourquoi l'indépendance ne pouvait pas être évitée aux pays africains. Voilà cette question que notre invité est donc censé de répondre. Monsieur Norbert Yamba, je reviens à vous. 40 ans après l'indépendance, les pays africains semblent s'accommoder complaisamment à un sous-développement accru. Comment voyez-vous cet état des choses? Merci Gabriel pour l'invitation. Je suis très heureux de temps en temps de venir à cette émission pour qu'on réfléchisse des questions qui intéressent l'avancement de la République. Vous m'invitez aujourd'hui pour parler du développement de l'Afrique, mais je suis tout petit peu gêné en fait de parler d'un concept, d'un mot qui est devenu très populaire en Afrique. On retrouve des littératures abondantes une littérature abondante expliquant et démontrant naturellement ce que représente le développement, malheureusement à côté d'une pauvreté toujours galopante. Mais parce que vous me parlez de l'état de la situation, je voudrais simplement vous dire que ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on parle du développement, c'est depuis très longtemps, même pendant la colonisation, les colons disaient que bon, ils voulaient chercher comment changer notre situation, ils voulaient que nous puissions satisfaire nos conditions de vie, etc. Et puis nous sommes arrivés à l'ère des indépendances. Voilà, lorsqu'on regardait le résultat, on réalisait finalement que c'est vraiment pas le développement, c'est aucun épanouissement. Bien au contraire, on a ressenti une certaine croissance économique, certes, qui a permis l'Occident, les puissances d'argent, de pouvoir améliorer leur situation. Parce qu'effectivement, ils exploitaient nos matières premières, nos ressources naturelles, etc., qu'ils amenaient chez eux, parce que c'est chez eux où on a découvert l'industrialisation à partir du 19e siècle, et donc c'est là qu'il y a des industries, et ces industries permettaient véritablement qu'on puisse transformer nos ressources naturelles, et de la transformation, on créait des richesses, et donc cette transformation permettait naturellement qu'on puisse créer des emplois pour leurs enfants. C'est comme ça que cette transformation permettait également qu'on puisse non seulement avoir des moyens, mais affecter ces moyens dans les domaines de la société, que ce soit la construction des routes, la construction des hôpitaux, la construction des écoles, l'alimentation, le logement, tous les domaines de souveraineté d'un pays. Malheureusement, nous, on n'avait que les yeux pour regarder, etc., comment les ressources vont de tout le temps sans que nous puissions naturellement faire quelque chose. Et il y a une littérature qui démontre que sur les 100% d'investissement réalisé
dans notre pays, et généralement en Afrique de manière générale, surtout en Afrique subsaharienne, Oui. 80% des revenus ont été n'est-ce pas, envoyés à l'Occident, en Europe. 20% seulement on a investi ça ici, en fait, du moins pour construire des routes de l'endroit de production vers l'endroit d'exportation. Construire quelques hôpitaux parce qu'ils avaient des travailleurs et ils pouvaient bien les faire soigner, se faire soigner également. Donc les 20% naturellement ont permis à l'Afrique de subsister. Croyez-moi, à la différence de la situation d'il y a 20 ans, 10 ans, l'investissement dans les actions sociales ne se fait plus, même pas en proportion de 5%. Donc, même la colonisation est lieu supérieur. C'est comme ça que lorsque vous êtes dans nos milieux ruraux, Oui. On vous dit mais que les Belges rentrent. Non pas parce qu'ils aiment le Belge, mais parce qu'en réalité, l'élite politique de notre pays n'a pas permis naturellement de changer la situation pour permettre aux uns et aux autres de trouver leur compte. Et donc, la question du développement devenait une question de chantage. Bertrand Badier, qui est un politologue français d'origine iranienne, disait que la question du développement, c'est une question qui rentre dans l'histoire de la croyance occidentale. C'est-à-dire? La croyance occidentale, c'est-à-dire que bon, l'Occident croit qu'il a une civilisation universelle, et cette civilisation doit être propagée dans n'importe quel pays, ce paradigme qu'on appelle la rentabilité externe. Et donc, le développement devient un modèle de connexion, une stratégie de séduction, comme pour vous dire qu'écoutez, bon, si nous sommes avec vous, si nous coopérons avec vous, et donc vous serez développés. Et surtout lorsqu'il se réfère de l'idée de leur compatriote Rostov, qui a donné les différentes étapes du processus de développement dans une approche évolutive. Mais il faut commencer quelque part jusqu'à l'industrialisation, puis finalement à la consommation. Mais malheureusement, cette approche est fondamentalement dénuée de tout fondement, tout simplement parce que ça n'a pas permis aux pays africains de pouvoir se développer. Parce qu'il était une approche fondamentalement occidentale, mais qui ne correspond pas à nos réalités. Mais M. Norbert Yamba, le développement et sous-développement dérivent de la même impulsion initiale. Mais vous ne voyez pas que cette réalité contredit la réalité africaine qui maintient toujours les staticos du sous-développement? Je crois en Kabeya, vous avoir dit, et plusieurs fois dans nos émissions, qu'il n'y a pas une civilisation qui soit universelle. Quelqu'un dans les années 80 avait soutenu, c'est pas les années 2000 si je ne fais pas confusion, a soutenu une thèse où il disait si l'Afrique, un Camerounais bien entendu, si l'Afrique refusait le développement dont on parle aujourd'hui, c'est une diplomatie du vocabulaire, comme disait Ziegler. La diplomatie du vocabulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'Occident a mis en place des stratagèmes pour nous imposer sa culture, et cette culture est piégée, et donc ce piège-là ne nous permet pas véritablement de décoller. Alors, il change l'esclavage hier, on remplace l'esclavage par la colonisation, on remplace la colonisation par la néocolonisation, et la succession des différents modèles, des différents systèmes politiques
est fondamentalement le même. Donc, en conclusion, l'indépendance de la République démocratique du Congo de l'Afrique devient nominale. C'est nominal. On n'a même pas encore commencé le développement. Parce que nous sommes en train de travailler sur base d'un paradigme externe qu'on appelle le paradigme occidental. Or, aucune société ne peut se développer, si j'emprunte leur terme, si jamais elle n'est pas assise sur ses racines. Les racines d'une société posent la problématique de l'histoire de cette société, Oui. des langues de cette société, de la culture de cette société. Or, toutes les stratégies qui sont montées naturellement par le paradigme occidental, c'est un paradigme exogène. C'est un paradigme qui ne tient aucunement compte de nos réalités, de nos héritages traditionnels. Et donc, on a passé non seulement le temps de la colonisation, même de la néocolonisation, tout le temps nous sommes en train véritablement de marcher sur les pas du paradigme occidental. Donc, la construction et le début véritablement du développement de notre pays ou de l'Afrique va commencer au moment où nous allons commencer à nous poser la question sur ce que représente notre culture, sur ce que représente notre génie propre, sur ce que représente notre spiritualité authentique, sur ce que représente notre identité, sur ce que représente nos héritages traditionnels. Tant que nous ne sommes pas encore partis sur nos racines, nous ne sommes pas encore partis sur notre identité, je vous dis, on est là, on ne va pas encore faire 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans sans qu'on puisse avancer. Mais M. Norbert Mbemba, la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici, c'est de savoir pourquoi l'Afrique se conjugue toujours avec la pauvreté, avec la malnutrition, avec l'analphabétisme, et depuis la République démocratique du Congo jusqu'au Mali, en passant par la Centrafrique et certains pays africains, on enregistre toujours le même plainte, le même jérémiade, mais on s'est dit, pourquoi une telle réalité en Afrique? Mais cette réalité est fondée sur l'évasion, fondée sur l'occupation illicite de l'Occident chez nous. Et cette occupation s'est réalisée dans une succession d'étapes. Je ne veux vraiment pas parler de l'esclavage arabe ou musulman, oui. Mais je voudrais plus parler de l'arrivée des Occidentaux au XVe siècle. Ces Occidentaux sont arrivés parce qu'il y avait un commerce international basé sur la production aux États-Unis qui devenait le nouveau monde. Et aux États-Unis, il y avait des fermes, il y avait des plantations dont on avait besoin véritablement des hommes et des femmes qui pouvaient travailler. Et cette révolution commerciale a permis à ce que les gens se déplacent de chez eux vers chez nous. Et ils ont déporté 200 à 500 millions de personnes. On les appelait des amants des muscles. Une partie est allée, n'est-ce pas, dans les Caraïbes, des pays comme Haïti, République dominicaine, les Antilles, Guyane, Guadeloupe. Vous pouvez traverser jusqu'à Nouvelle-Calédonie. Et puis, bon, d'autres groupes sont allés aux Amériques. Et vous savez que lorsqu'on regarde les afro-descendants, les descendants de l'Afrique, 42%, n'est-ce pas, aux États-Unis, sont venus du Congo-Kinshasa. Ah bon? Et donc, Madame Cheikh Anta Diop, Maryse, dit qu'au XVe siècle, lorsque les Occidentaux sont arrivés, c'était très clair que l'Afrique, parce que c'était un seul pays, on nous a saucissonné sur base d'une carte mal dessinée, et donc l'Afrique comptait 800 millions de personnes, plus que la Chine, plus que l'Europe, plus que l'Amérique. Voilà. Et donc, presque tous les États continents du monde ne pouvaient pas concurrencer véritablement l'Afrique. Eh bien, la révolution commerciale a déporté
près de 500 millions de personnes. Après la révolution commerciale, certainement que l'Angleterre a découvert l'industrialisation au 19e siècle. Et cette industrialisation avait besoin véritablement de minéraux, de ressources naturelles, pour qu'on puisse les transformer et devenir véritablement des ressources rares. Pour quelle fin? Devenir riches. Alors maintenant, ils se sont rappelés que, bon, il fallait retourner là où ils sont venus prendre des hommes et des femmes, et c'est l'Afrique. À cause de la révolution industrielle. Et quand ils sont venus, ils ont estimé qu'il fallait quand même qu'ils s'installent et qu'ils se divisent les différents pays comme des boutiques. Raison pour laquelle ils se sont retrouvés naturellement à Berlin, vous savez, à 1885, en novembre, justement pour se partager l'Afrique, sur base d'une carte mal dessinée, sans être d'emblée en Afrique. Et ils ont divisé notre pays à plusieurs pays. Et on a assisté au fait que, vous voyez, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, c'est le même peuple. Et voilà, on a divisé. Quand vous allez, vous progressez jusqu'en Angola, c'est la même chose. Au nord de l'Équateur, vous avez la Centrafrique, c'est pratiquement le même peuple. On a connu des empires, on a connu des royaumes, etc. Et croyez-moi, la guerre pour l'effondrement de l'Afrique, à son temps, a duré 1000 ans avant que les Assumériens, les Sumériens, les Babyloniens puissent véritablement gagner la guerre. Et donc, ils se sont installés, ils produisaient, n'est-ce pas, des matières premières en état brut, on les amenait chez eux en Europe, aux États-Unis, etc., pour les transformer, créer des entreprises. Ces entreprises créent des débouchés, des bouchers, donc des emplois, etc., qui permettaient de résorber le chômage de leurs concitoyens. Et cette révolution a duré jusqu'au XXe siècle. Mais il fallait s'entendre à ce que... Parce que les gens ont tendance à croire que, bon, nous avons eu les indépendances si facilement. Attention, il y a eu une stratégie malsaine qui a été montée par ceux qui n'ont pas véritablement colonisé l'Afrique, notamment. Et j'ai terminé par là, Kabea, c'est la Russie et les États-Unis. Raison pour laquelle la Russie a été à Berlin. Il faut que les gens sachent, parce que les gens ont tendance à dire, mais écoute, il faut que la Russie vienne, attention. Les États-Unis comme la Russie, ils ont fait partie des pays européens qui ont discuté sur le partage de l'Afrique, la délimitation de frontières. Certainement qu'ils n'ont pas eu des espaces. Oui. Mais lorsqu'ils ont vu l'apogée, lorsqu'ils ont vu l'avancement véritablement des pays européens qui ont colonisé l'Afrique, ils ont également demandé à mettre en place un autre système qu'on appelait le système néocolonial. C'est comme ça qu'ils ont financé la conférence de Bading. La conférence de Bading, qui est une ville indonésienne, etc., a regroupé tous ces pays latino-américains, asiatiques et compagnie et africains qui étaient considérés comme des pays sous-développés. Et c'est là qu'on a poussé, qu'on a accéléré le processus de décolonisation. Le processus de décolonisation, c'est une nouvelle stratégie où on met de côté ceux qui ont, n'est-ce pas, colonisé l'Afrique à son temps, pour être remplacés par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, notamment l'Union soviétique et les États-Unis. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? On dit indépendance. Oui, indépendance, mais des papiers. Et ils ont mis en place, au lieu d'être sur place, pour exploiter les richesses, ils ont recruté des intendants, des gens qui devraient, peut-être présentement, garder, n'est-ce pas, les matières, les ressources naturelles pour les puissances. Mais c'est normalement, face à ce que vous venez d'énumérer et ce que vous venez d'évoquer, combien il est donc illusoire d'attendre un développement dans un système mondial capitaliste qui lie en même temps, dans une convergence parallèle, le pays africain industrialisé
se développent de plus en plus. Et pays sont développés, mais malheureusement, M. Norbert Yamba, il y a un certain nombre de réalités qui doivent nous intéresser au plus haut point. Surtout si la mégestion des autorités africaines au lendemain de leur indépendance. Oui, mais vous ne comprenez pas ce que je vous explique, Kabila. La mégestion, c'est une conséquence. Les autorités africaines n'ont aucun devoir de redevabilité vis-à-vis de leur peuple. Ils sont désignés, recrutés par les puissances. Il faut maintenir le Ils sont des intendants. Oui. Ils sont courtiers, ils sont commissionnaires. Ils reçoivent en revanche pas la maintenance au pouvoir. Personne ne peut devenir chef s'il n'a pas la caution de puissance d'argent. C'est comme ça que nous avons fonctionné depuis les indépendances, les soi-disant indépendances, etc. Alors, maintenant, vous dites, où est-ce qu'on en est? Je vous dis qu'aujourd'hui, on a parlé d'indépendance, certainement, que j'ai dénoncé qu'il n'y a pas d'indépendance, mais il y a une troisième révolution aujourd'hui, la révolution numérique. Laquelle? La révolution digitalisée. Oui. Avec l'électronique. Les Occidentaux sont en train de chercher, surtout avec les changements climatiques, compagnie, etc., ils sont en train de vouloir construire une économie verte, et la perspective, c'est de chercher, naturellement, des matières premières qui peuvent véritablement aider à la lutte contre les changements climatiques. J'allais dire même cette transition énergétique. Et c'est comme ça qu'en Afrique, on retrouve 2/3 de ces matières, de ces ressources naturelles, notamment le cobalt, le coltan, le lithium, tous ces minéraux stratégiques de prédilection se trouvent en Afrique, et plus particulièrement au Congo. Et donc, ceci coïncide naturellement avec l'effondrement de la guerre froide à 90, la reprise de la force de la suprématie blanche américaine, et même malheureusement, l'Union soviétique s'est effondrée. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Union soviétique a essayé de se refaire, et on est en train, avec la complicité de la Chine, et j'allais dire des dragons et des tiges asiatiques, de mettre en place un nouveau système qui porte sur la nouvelle guerre froide. C'est qu'il y a une sorte de guerre entre l'Occident et l'Orient. L'idée, c'est quoi? C'est de se battre pour récupérer tous ces minéraux stratégiques. La Chine, qui à un moment donné n'avait pas suffisamment de moyens, mais la Chine aujourd'hui est devenue la deuxième puissance militaire, la première puissance commerciale du monde, la deuxième puissance économique, à cause des matières, parce qu'il a déversé plus de 200 milliards de dollars en Afrique pour investir et tirer au maximum ces ressources-là. Ce qui n'a pas fait plaisir aux Américains. Alors maintenant, tout ce que nous assistons aujourd'hui, on croit peut-être que les Asiatiques vont venir avec la coopération gagnant-gagnant. Je vous dis non. On croit que les Russes vont venir avec la coopération, etc. Il faut changer de paradigme. Mais il faut changer de paradigme. Parce qu'on ne peut pas faire le développement avec la culture d'autrui, l'identité d'autrui, les connaissances d'autrui. On ne peut faire le développement qu'en se référant à ses propres traditions, en se référant à ses héritages traditionnels, et on essaie de les scientifiser, on essaie de les moderniser, de les théoriser. Et que cela puisse véritablement servir comme chien de chasse. Aujourd'hui, le débat sur la modernisation de nos héritages traditionnels n'est pas de mise. Et donc, nous continuons à utiliser la religion importée, oui. Nous continuons à utiliser l'éducation importée, et le système politique importé. Tout est importé. Ils nous ont mis en place un certain nombre d'instruments, n'est-ce pas, de pénétration et de domination, comme l'ONU, qui est un mouvement, un organisme qui a été mis en place par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont véritablement en couteau tiré aujourd'hui. Ils ont mis en place les ONG, ils ont mis en place des institutions de Bretton Woods, etc. Ils ont mis en place beaucoup d'autres instruments, etc., qui font que nous soyons quadrillés, les médias
les médias mensonges qui, à longueur de journée, nous montrent que c'est l'Occident est l'unité de mesure, est la civilisation référentielle, idéale, compagnie. Mais c'est Norbert Yamba. Tout ce que vous venez, les institutions de Bretton Woods, on a mis des médias, des ONG, mais c'est quand même l'expression d'une volonté politique. Est-ce qu'on vous a imposé tout cela? Non, je ne pense pas. Mais une question revient sur la slette, M. Norbert Yamba. Est-ce que, avec tout ce que vous avez évoqué, on peut dire aujourd'hui que le sous-développement est-il propre pour les Africains? Et une autre question revient, M. Norbert Yamba, pour se demander si le sous-développement est la conséquence d'une damnation divine. Non, il n'y a rien de divin là. Il n'y a rien de divin. Le sous-développement, c'est un état. Un devenu devenant, lorsqu'on n'a pas de stratégie, lorsqu'on n'a pas de vision, lorsqu'on n'a pas son propre paradigme, on fait le paradigme d'autrui, et c'est l'autrui qui vous téléguide, et c'est l'autrui véritablement qui détermine votre avenir. Et donc, la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est une situation de copier-coller. Or, c'est inadapté parce qu'ils nous ont une autre culture et ils ont leur culture. Et ils l'ont fait en dessin simplement parce qu'ils savaient que ça allait véritablement faire un court-circuit. À nous maintenant de revenir à la raison, à nous maintenant de revenir au point de repère, à nous de prendre la tangente pour arrêter véritablement avec le paradigme occidental qui est à rentabilité externe et inventer un paradigme fondamentalement africain qui est à rentabilité interne. Cet effort-là n'est pas encore de mise. Simplement parce qu'il n'y a pas encore une volonté politique. Oui. Et cette volonté politique souffre encore en Afrique. Les quelques rares personnes qui véritablement ont essayé de vouloir construire une dynamique autour de cette nouvelle stratégie, oui, etc., ont été tués. Nous avons connu des chercheurs, parce qu'il faut un schéma opératoire. Oui. Or, nos chercheurs sont véritablement des chômeurs de luxe. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été formés à l'occidental pour être des petits commis de l'Occident. Parce que vous connaissez le système d'enseignement avec la trinité coloniale. Il fallait avoir des petits ouvriers pour aider les entreprises, il fallait avoir des petits diacres pour aider les prêtres, il fallait avoir, n'est-ce pas, de petits commis pour aider l'administration. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où nous avons été quadrillés, nous avons été ligotés. Mais vous n'allez pas dire que c'est divin, parce que nous, on a commencé 35 siècles, vous imaginez, avant l'ère chrétienne. Nous étions une puissance. Certainement que j'ai suivi Wamama Zulu qui dit, écoutez, oui, disons ce que nous avons été, mais à l'ère de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on est? Une question pertinente. J'ai dit, mais est-ce que c'est pour autant dire que nous n'avons pas mérité et nous n'avons pas eu la puissance nécessaire pour dominer le monde? Moi, j'ai dit, oui, nous étions puissants. L'écriture, c'est nous, les mathématiques, c'est nous, la physique, c'est nous, l'astronomie, c'est nous, la médecine, c'est nous. Certainement que nous avons fait une guerre pendant 1000 ans, et cette guerre a été soldée naturellement par notre échec. Quand cela ne tienne, c'est à nous maintenant de changer au travers un leadership responsable qui oriente, qui tient la torche et qui éclaire l'avenir. Mais le leadership dont vous faites allusion, c'est jusqu'à quand? Parce que lorsqu'on voit la situation qui ne fait que se détériorer du jour au lendemain en Afrique, lorsqu'on voit les différents problèmes qui prévalent, on se demande si la colonisation était-elle un fondement de développement ou de sous-développement. Mais c'est la colonisation, c'est un outil qui a sémé les sous-développements, qui a sémé la pauvreté, et alors une pauvreté intolérable chez nous. Et donc, et cette colonisation continue à travers la néocolonisation qui est fondamentalement dominée par l'impérialisme occidental. Aujourd'hui s'ajoute dans la danse l'impérialisme oriental. Alors maintenant, je crois qu'il y a une opportunité qui s'offre à Kabila. Cette opportunité aujourd'hui, c'est l'effondrement, n'est-ce pas, de cette fameuse civilisation occidentale. L'effondrement sur le plan politique, sur le plan économique, etc. Aujourd'hui, il y a des signaux très forts qui montrent que le capitalisme est en train de tomber, l'économie néolibérale est en train de tomber, et que dans une perspective de
de 50 ans, on va assister naturellement à ce qu'on appelle l'économie de non-croissance. C'est-à-dire l'économie de non-croissance, c'est une économie qui dépasse le capitalisme. Oui. Parce que le capitalisme a échoué. Même la démocratie occidentale, elle est aujourd'hui en décadence totale. On peut les situer dans une économie du bonheur partagé. Du bonheur partagé. Mais alors, il ne faut pas entendre le partage, mais il faut s'engager à la redéfinition de l'ordre international. Oui. Il faut s'engager à la reconstruction de notre génie propre. Il faut s'engager à notre capacité également d'apporter quelque chose à la redéfinition de cet ordre international. Le grand problème, c'est que si l'Occident est en train de changer, au moment où l'Occident est en train de réfléchir à longueur de journée pour chercher de nouvelles stratégies, nous, on est en train de se battre avec la Constitution, les élections, la démocratie, etc. Tel est démocrate, tel ne l'est pas, etc. Et pourtant, cette fameuse démocratie, elle est fondamentale. Est-ce qu'on pourra changer, M. Norbert, avec cet enjeu qui constitue les pays africains, cet enjeu que je dirais qui entre dans les cadres d'une perspective de collaborer où on trouve les idéaux, les initiatives et les orientations qui marquent les affaires publiques des Africains qui sont souvent venus de l'étranger. Eh bien, voilà, donc ça va continuer si on ne change pas. Si vos émissions là que vous organisez, vous n'avez pas d'objectif. Si tout le monde va venir parler constitution, élection 2023, etc. Mais c'est génocidaire. Donc pour vous, on doit bannir cette histoire des élections. Attention. On doit bannir cette histoire ma vision de la démocratie. On doit bannir tout ce qui est occidental. La démocratie n'est pas seulement occidentale. L'Afrique peut aussi avoir sa démocratie. Demos, c'est la population. Comment nos ancêtres se sont organisés? Quel était leur système politique à son temps? Parce que ce système politique peut être restauré. Et ça va nous permettre véritablement d'avancer en vitesse de croisière. Mais ici, nous sommes en train d'utiliser le système politique occidental. Ce système politique n'est pas en adéquation avec notre culture, notre identité, notre spiritualité. Est-ce que cette façon de parler va être prise en compte plutôt par les Africains souciés de leur pays, de leur continent? Nous en parlons, nous avons créé la nouvelle vision panafricaine. C'est pas pour s'amuser. Il faut semer les graines, ça va germer. Mais apparemment, vous êtes minime, hein? Vous êtes minime. Mais alors maintenant, ça commence. Si on ne commence pas, on ne commencera jamais. Il y a beaucoup de gens qui croient. On n'est pas seulement un problème du Congo, Kinshasa. Vous allez même à Brazzaville, vous allez au Cameroun, au Sénégal, tous ces pays, y compris les pays arabes qui sont au nord, s'impliquent aujourd'hui pour qu'on puisse refonder l'Afrique. L'État continent qui a existé, qui était puissant. Et on en a besoin aujourd'hui. Mais cette idée, M. Norbert Yamayama, est foutue en moule par l'Occident, qui veulent à tout prix imposer leur dictat en Afrique. Ben, écoutez, nous étions puissants, non? Les Occidentaux venaient chez nous, en Égypte antique, comme des réfugiés économiques. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph? Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham? Ah, là vous croyez maintenant à la Bible, vous faites allusion à la Bible. Oui, mais écoutez, la Bible, on ne peut pas tout rejeter, quoi. Il y a des histoires des peuples hébreux. Oh, mais c'est l'Occident qui a rédigé. Oui, mais ils ont rédigé. Mais ils sont pris dans leur propre piège. Nous découvrons ce qu'ils ont été. Mais quelque part, vous pratiquez le dogmatisme, qui est une certitude disposition de croire et d'affirmer quelque chose sans critique ou discussion. Mais non. Nous, on est là et en train, d'aller mollo, etc. Nous avons vraiment des difficultés, c'est simplement parce que nous n'avons pas encore refondé notre propre paradigme. Et la refondation de notre propre paradigme passera par la restauration de notre génie propre. Et notre génie propre ne pourra être mis en valeur que lorsque nous rétablissons notre spiritualité. Oui. Et notre spiritualité, c'est l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. Cet esprit qui a permis à nos ancêtres de savoir qu'il faut une maison pour dormir, il faut telle feuille pour traiter telle ou telle maladie, il faut la pirogue pour... on n'a pas entendu l'Occident par rapport à ça. Et ça, nous avons besoin de restaurer cela. Mais nous avons la particularité dans notre discours, une fois qu'on aura identifié cela, à ce moment-là, scientifisons ça avec des méthodes de recherche rigoristes, pour permettre à ce que cela puisse devenir le produit. Vous savez, la différence avec l'Occident, c'est quoi? C'est que la sorcellerie occidentale, c'est pas même pas la sorcellerie, mais les sciences occidentales, oui. Qui sont des sciences occultes,
ont permis naturellement à l'Occident de devenir ce qu'ils sont. Pourquoi? Simplement parce que l'Occident a essayé de travailler sur le niveau de conscience de ceux qui ont ces secrets, ces sciences-là. Le niveau de conscience, ça veut dire, au lieu de se servir de manière négative ces sciences occultes, et donc faire en sorte que ces sciences puissent aider l'intérêt général. Un sorcier, par exemple, qui sort la nuit, il va aller, je ne sais pas où là, il sort seul. Mais l'Occident a dit, au lieu qu'il sorte seul, il faut élever son niveau de conscience pour que nous ayons nos savants qui nous permettent de fabriquer quelque chose. On ne peut plus sortir seul, mais on peut être avec les autres. Ils ont fabriqué l'avion. Oui. À travers les schémas africains. Non, à travers leur schéma. Oui. Dieu a créé le monde. Et il a créé des peuples. Il a créé des espaces, Kabeya. Et en créant des espaces, il a donné la même intelligence à tout un chacun. Et en chacun, véritablement, de découvrir cet espace. Notre particularité et notre problème, c'est quoi? C'est que ce qu'on nous a donné comme intelligence, etc., a été court-circuité par l'Occident avec sa religion. Et sa religion a inhibé notre capacité de créativité. Sa religion a inhibé notre spiritualité, cet esprit de Dieu, cet esprit de lucidité qui nous permet... Mais nous acheminons déjà petit à petit vers la fin de cette émission. Mais vous militez en faveur du changement de paradigme. Vous voulez la refondation de notre spiritualité. Mais vous ne voyez pas que dans ce genre de questions, il faut une prise de conscience politique indispensable à une élite qui sera prête de créer au Congo des conditions de vie nécessaires à son développement et à son épanouissement ou l'édification pour l'Afrique. Mais actuellement, après l'indépendance et jusqu'aujourd'hui, M. Norbert Yamba, il n'y a aucune volonté politique pour ne serait-ce que développer ces pays. Pensez-vous que cette idée dont vous initiez sera entendue? Mais oui! Je vous ai dit qu'après l'indépendance, il y a eu la néocolonisation. Oui. Nous ne sommes pas indépendants. Les gens qui ont remplacé les Blancs sont des héritiers de la colonisation. Est-ce que par là, M. Norbert Yambama, vous ne voyez pas que l'indépendance pourrait être évitée aux Africains? Non, l'indépendance c'est la liberté de soi, l'autonomie de soi. L'affirmation de soi. Les plusieurs années après l'indépendance, vous n'arrivez pas, ne serait-ce qu'à développer votre Kabeya, c'est depuis plusieurs jours, c'est plusieurs mois que je parle avec vous. Oui. Vous dites depuis plusieurs années. Mais comment développer au moment où je vous dis que ceux qui ont remplacé le blanc sont des héritiers de la colonisation? Ils ont perpétué, ce sont des intendants, ce sont des courtiers, des commissionnaires. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, l'Occident a mis en place un système de domination, de pénétration. Il a créé l'ONU, il a créé les ONG, il a créé des banques qui sont devenues véritablement des puissances de pénétration. Oui. Et l'Occident a créé ce qu'on appelle, j'ai parlé des ONG, des médias, etc., pour nous quadriller. C'est d'ailleurs votre mot de la fin, mais c'est normal. Mon mot de la fin, c'est qu'il faut avoir de l'espoir. Oui. L'espoir fait vivre. Mais encore qu'il faut savoir quel est l'espoir. Notre espoir est fondé sur quoi? Notre espoir est fondé sur la connaissance que nous représentons en termes de valeurs intrinsèques. Oui. Notre espoir est fondé sur la connaissance des héritages traditionnels. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre, n'est-ce pas, le savoir occidental en termes de méthodes de recherche pour fouiner dans nos héritages traditionnels de manière à réhabiliter notre génie, réhabiliter notre spiritualité authentique. Et c'est cette spiritualité authentique que nous appelons la spiritualité scientifique. Et cette science-là va nous aider à créer des industries, avoir des technologies. Nous allons transformer toutes les potentialités que Dieu nous a données et nous allons créer des richesses. Que cette notion soit une réalité. Il faut tenter. Et si on ne tente pas, on ne tentera jamais. Donc, nous sommes confiants que nous y arriverons. Dès lors qu'on commence déjà à en parler dans des émissions comme ça, je crois qu'on va faire un saut et un bon bondissement. Et ça, je suis conscient. Très bien. Ça, je suis conscient. Eh bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avions ici pour vous, M. Norbert Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, panafricaniste, et parce qu'il est vice-président de la vision panafricaine, nouvelle vision panafricaine. Avec lui, nous avions parlé du développement de l'Afrique. Vous l'avez suivi certainement. Je crois que ces propos, ces déclarations nous aidera
à être édifié en vue d'un À se développement reconstruire. harmonieux pour l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne.